Et donc, vous avez ce film où on vous raconte une histoire, disons, totalement de fiction, totalement invraisemblable, avec une telle force qu'il vous la rend totalement vraisemblable. C'est jusqu'à l'apparition même du fantastique, c'est-à-dire de la surimpression avec Babuse qui arrive, etc., tout devient, ce cinéma-là devient une réalité. Et donc, on est chez Lang constamment dans puisqu'on est dans le système de la pensée, donc enfin, de la tête, on est obligé de penser à la réalité à partir de la pensée et non pas à partir du réel. On n'est pas dans le réel, on survole, on survole pas, on surveille justement la pensée en tant que, justement, elle est une réalité. Et là, la pensée, c'est une doctrine, et une doctrine qui risque tout simplement de s'emparer du monde, qui est celle du crime, qui est celle du mal, qui est celle de la culpabilité. Ceux qui ont vu la semaine dernière, enfin, je ne sais pas quoi, il y a 15 jours, je pense, c'est ça, c'est il y a 15 jours, hein. Donc, M, bon, M, c'est sur le coupable. Et le non coupable. Pour ceux qui ont revu M, tout le procès final, c'est justement le coupable qui dit « je ne suis pas coupable, ce n'est pas de ma faute si je suis coupable ». Vous avez donc ce thème fondamental chez Lang qui est, la réflexion sur la vie en tant que telle, c'est-à-dire nous naissons et nous mourrons. Toute vie est un mouvement qui va de la naissance à la mort, obligatoirement. Donc c'est pas pour rien que vous aurez beaucoup de morts chez Lang, rassurez-vous. Mais dans cette idée, c'est que évidemment, nous sommes tous dans l'idée que nous sommes innocents. Entre autres, un enfant qui naît est forcément innocent. On ne peut pas penser qu'un enfant ne soit pas innocent. Mais l'existence oblige évidemment à se protéger. Donc si on veut se protéger, il faut se protéger des autres qui ne veulent pas de votre existence et qui ont tendance à supprimer votre existence. Donc à ce moment-là, vous êtes, vous, le pauvre innocent, obligé de rectifier les choses en faisant en sorte que ceux qui veulent attenter à votre existence, ben, il faut les supprimer. Donc à ce moment-là, vous n'êtes plus innocent. Vous commencez à devenir coupable. Et donc vous êtes coupable d'être innocent. Donc à ce moment-là, vous allez jusqu'au bout, et jusqu'au bout, ben, vous avez retrouvé votre innocence par la mort. Donc tout ce jeu qui devient le système même, ou en tout cas la pensée profonde de Lang, fait que ça devient tout à fait magnifique, puisque nous sommes tous coupables d'être innocents. Nous sommes tous coupables. Non, attendez. Nous voulons tous être innocents d'être coupables, et finalement, obligatoirement, nécessairement, d'une façon dialectique, nous sommes coupables justement de notre innocence. Un enfant, là on passe par un film parce que je pense qu'on va le voir avec quelquefois des enfants qui naissent ou enfin qui sont très très jeunes, donc qui sont innocents, vont être responsables, donc coupables du fait que par leur innocence, ils vont condamner leurs parents ou etc. à quelque chose. Par exemple, si vous voyez juste évidemment j'ai oublié le titre, avec l'enfant. Bon. Comment? De Frisson, oui. Le contrebande de Woodfield, voilà. Avec l'enfant, un enfant est tout à fait innocent, mais à la fin, tous les adultes vont être tués par l'enfant, enfin, vont être tués par la présence de l'enfant, etc. C'est très, très violent de ce point de vue-là, Lang. C'est-à-dire qu'il pose véritablement cette question, en effet, de la culpabilité et de l'innocence, c'est-à-dire, en d'autres termes,
de la volonté de conserver son existence et de préserver cette existence, de sauver cette existence au détriment des autres, et inversement, les autres voulant supprimer votre propre existence. Donc c'est ce combat-là qui est proposé. Et ce que vous avez vu ici dans ce film, de façon beaucoup plus générale, ce que vous avez vu pour ceux qui ont vu M le maudit il y a 15 jours, est-ce que vous allez le retrouver dans un mois avec Fury, etc. Dans chacun des films de Fritz Lang, il y a ce problème justement de la nécessité de sauvegarder son existence, mais à ce moment-là, donc, se pose le problème de la justice, se pose le problème de la culpabilité et du crime. On tue ou on ne tue pas. Pour ne pas être tué, on tue, et en même temps, à partir du moment où on tue, ben, on n'est plus innocent, donc on a perdu son innocence, etc. Bon, alors voilà le sujet profond qui est traité par Fritz Lang et qui est évidemment développé dans différents films avec différentes résonances selon les films. Alors ici, ce qui est passionnant, c'est que dans ce film-là, en particulier dans ce Mabuse-là, c'est vraiment une mise en question de ce qui est en train de se passer politiquement, c'est-à-dire de la prise de pouvoir par une doctrine qui est en train de devenir et de vouloir que tout le monde devienne criminel. C'est ça qui est fantastique. Et à l'époque, les gens ne s'en sont pas rendus compte, ce qui n'est pas vrai, car Goebbels avait immédiatement compris, et Goebbels a fait immédiatement interdire le film. C'est un film que les Allemands n'ont jamais vu jusqu'en 1950. Peut-être même un peu plus d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont vu à partir de 1955. C'est-à-dire que le film était inconnu par les Allemands. Pour les Allemands. Et en France, je pense qu'il a été vu aussi après la guerre. Vous voyez, c'est un film qui est une résonance sur un sujet qui est en fait un sujet de pensée philosophique. Les deux grands philosophes qui ont marqué, enfin, forcément germaniques, qui ont marqué Fritz Lang, c'est évidemment Hegel et évidemment Nietzsche. Et ça, vous êtes obligé de penser à eux. Là encore, pour les professeurs de philosophie, c'est utile de voir les films de Fritz Lang. Ça aide, en tous les cas, à distraire les élèves et à leur montrer quand même que la philosophie peut devenir du très bon cinéma. Bon, là, c'est une chose comme ça, en passant, un peu pour se distraire. Mais la volonté que j'ai comme ça de vous remontrer Fritz Lang, c'est que, bon, on ne peut pas, si on aime le cinéma, on ne peut pas échapper à tous les niveaux, et en particulier aussi au niveau de la construction cinématographique, de l'imaginaire des images. Enfin, quand on voit par exemple, bon, la fin de la poursuite avec la voiture, et les arbres, etc. Ce sont des images absolument magnifiques. Enfin, il n'y a pas un plan, si vous y réfléchissez, pas un plan du film qui ne soit pas magnifique, d'intelligence. La façon dont la position des personnages, selon qu'ils sont en perspective, selon qu'ils sont en horizontale, selon qu'ils sont en plongée ou en contre-plongée. Et c'est une invention perpétuelle, pas un plan qui ne soit pas le fruit d'une pensée. Enfin d'une pensée créatrice. C'est vraiment des plans signifiants. D'où l'importance, enfin plus que l'importance, l'influence immense que Fritz Lang a eu sur les plus grands cinéastes. Pas les plus mauvais, tant pis, parce que malheureusement, ça ne sert à rien, mais pour les plus grands cinéastes. Si vous prenez la nouvelle vague, ils ont tous été marqués par Fritz Lang. Alors chacun à sa façon, que ce soit Godard prend Fritz Lang dans le mépris comme acteur, etc. Truffaut, pareil. Enfin, il n'a pas pris. Chabrol, passionné enfin, admiratif totalement de Fritz Lang. Romer, bon, puis on peut prendre les plus grands cinéastes aujourd'hui, Coppola, des gens comme ça, disent à quel point Fritz Lang, c'est absolument génial. Enfin, j'aime énormément Hitchcock. En plus, je n'ai pas connu Hitchcock, donc, mais Fritz Lang, c'est supérieur à Hitchcock, c'est tout.
même si je crois que c'est admirable. Mais il y a un corps supérieur. On est au plus haut niveau, le plus haut. Bon, maintenant que j'ai fait ma propagande, je vous écoute un peu pour vos réactions. Et en particulier les gens qui voient le film pour la première fois, parce que c'est intéressant justement d'avoir vos réactions sur ce film qui a quand même, donc, je dis 85 ans, et qui est un film qui aurait pu être avoir vieilli, etc. Je ne sais pas quelle est votre impression, mais moi, plus je vois le film, plus à chaque fois, je dis, mais c'est fantastique. Oui. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Moi, je fais partie de ceux qui découvrent Le film. voilà, pour la première fois. Et vous avez parlé de dialectique. Moi, j'ai été fasciné par la dialectique du genre, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment attribué un genre particulier Il y a ça aussi. film. On ne sait pas si on est dans le film politique, dans le métaphysique, dans le film d'aventure, dans le vaudeville. Parfois, on a l'impression d'avoir du burlesque aussi. Donc, oui, mais, et entre parenthèses aussi, surtout, le fantastique. Et fantastique. Il passe comme ça du réel au fantastique avec une aisance stupéfiante. Oui. En laissant toujours quand même beaucoup d'interrogations aussi, parce qu'au fond, à l'arrivée, on n'a pas toutes les réponses qu'on peut chercher dans le film. Je crois que c'est peut-être ça la force du film. Au fond, on ne sait pas très bien sur quel pied il danse finalement dans la direction, sur le plan du genre cinématographique que Lang a voulu donner à son film. C'est peut-être là aussi un élément de son génie, peut-être. Je pense que vous en pensez. Parce que là, si vous voulez, on est encore dans la domination artistique du feuilleton. C'est intéressant de voir un peu l'évolution sur, mettons, un siècle et demi, 2 siècles. Comment le mélodrame est arrivé, en fait, au XVIIIe siècle. Comment le mélodrame est d'abord un instrument de critique sociale, et en particulier de point de vue aristocratique. D'une certaine façon, on s'amuse à prendre plaisir au malheur de l'infortuné, de l'orpheline, etc. Bon. Comment ce mélodrame, à la fin du XVIIIe, au moment où il y a l'arrivée de l'industrie, enfin de l'industrie, de la pensée industrielle, et en même temps qui amène aussi le romantisme, et en même temps comment le mélodrame, à ce moment-là, d'aristocratique devient populaire. Comment le mélodrame, à ce moment-là, devient, en effet, maintenant, il faut pleurer sur Margot. Alors qu'avant, il fallait rigoler sur Margot. Enfin, Sade, si vous voulez, Sade est admirable pour ça. Sur le mélodrame, ça vient. Et ensuite, le mélodrame va justement permettre de se développer grâce à l'invention du jeu des journaux, et donc en particulier les feuilletons dans les journaux. Et les feuilletons vont développer ce côté où on va inventer à chaque fois des histoires pour faire marcher le public et l'entraîner. Donc le feuilleton maison de la moitié du 19e va peu à peu se transformer en début du 20e en quelque chose où d'un seul coup on va en effet le réserver à une idée de l'action, à une idée de personnages comme ça, terriblement puissants, mystérieux, les fantomas, les mabus, etc. Ça, vous avez donc cette idée ce passage du feuilleton dans les années 1910, 1920, 1930, et en fait, quand il fait son premier Mabuse, il le fait dans ce style du feuilleton. Et donc son personnage de Mabuse est dans ce style du feuilleton, c'est-à-dire un personnage évidemment de façon quintessentielle, la criminalité incarnée, donc à la fois un personnage totalement abstrait, un personnage presque, je dirais presque divin, ou en tout cas ou diabolique, c'est quand même, mais des personnages qui sont
tout à fait extraordinaire. À partir du moment où on est quand même dans une idée des personnages extraordinaires, nécessairement, ça ouvre les portes à la possibilité de passer à un certain fantastique à l'intérieur du récit du feuilleton. Et ça, vous n'avez qu'à relire les feuilletons de cette époque-là. C'est très intéressant de se rendre compte comment ça a évolué enfin, en un siècle et demi, tout en gardant malgré tout dans ce feuilleton fantastique un côté quand même mélodramatique, plus ou moins développé. Alors ici, par exemple, vous avez quand même la petite touche mélodramatique, avec évidemment le couple et la jeune femme. Mais c'est réduit au minimum. Et l'essentiel n'est plus dans le côté mélodramatique, mais bien dans le côté fantastique du feuilleton. Et à ce moment-là, donc, ce qui est important, c'est la marche même de l'action. Il ne s'agit pas, ce que va développer ensuite un autre genre qui va être entre autres le film ou policier ou le film d'action, c'est-à-dire que l'action deviendra la chose importante. Ici, ce n'est pas l'action qui devient importante, c'est comment on subit une action qui, elle, modifie les choses. Et c'est ça qui devient intéressant. Donc on est dans un domaine où vous ne pouvez plus très bien le situer. C'est-à-dire que c'est pas le film mélodramatique, c'est pas le feuilleton traditionnel où on fait pleurer Margot, etc. Non, c'est quelque chose qui fonctionne sur soi-même, c'est une machine qui fonctionne. Et ça, c'est intéressant aussi dans le sens où, à partir du XIXe siècle, la machine, c'est-à-dire l'industrialisation et le système de la machine va devenir important. Même dans le film, à la fin, vous avez le système de la machine. Et on la voit, je trouve, par exemple, tout à fait magnifique, l'idée qu'ils vont s'en sortir en mettant tout simplement de la physique tranquille. C'est-à-dire une explosion, comment contrôler une explosion? Il faut de l'eau. Donc à ce moment-là, vous allez faire inondation sur l'eau et le feu. L'explosion aura lieu, mais l'explosion aura lieu, mais l'eau va empêcher l'explosion de meurtrier, etc. Tout devient, enfin, tout est récupéré de ce qui est enfin, je dirais je dirais l'industrialisation, ou plus exactement la machine. La machine en tant que telle, dans toutes les machines, que ce soit la machine industrielle qui fabrique, que l'outil lui-même. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu un tout petit moment de rire lorsque ils ont, avec la première machine, c'est-à-dire une espèce de machin pour enlever les briques dans le mur. Et d'un seul coup, l'idée qu'on va quand même utiliser un phénomène physique et on va s'en sortir comme ça. Et tout le film est fait là-dessus. Hein. Tout le film est fait comme ça. Genre ce personnage, alors à la fin évidemment, le gaz. Alors vous avez pu remarquer que par exemple, lorsque notre héros Hoffmeister se sauve de l'espèce de truc au départ, il est dans la rue et il court et immédiatement, qu'est-ce qu'on voit au bout de la rue? 3 personnes qui évidemment ferment la rue, mais surtout un gazomètre qui est là et qui annonce la fin, etc. C'est-à-dire que le gaz est là pour exploser. Donc il faut empêcher l'explosion du gaz. Enfin, on se sert véritablement de l'avancée de la science et de l'industrie pour l'utiliser à l'intérieur même du système de représentation et du récit. C'est grandiose. Hein. Bon, il y a eu d'autres qui ont fait ça, et en particulier dans la littérature, mais à ce point, comme chez Lang, j'avoue que... Enfin, en tout cas, au cinéma, c'est le plus fort dans ce domaine. Il ose aller au bout
enfin, des réalités, comment utiliser les réalités de notre monde industriel pour lui redonner une dimension dramatique et de dramaturgie tout à fait passionnante, quoi. D'où puisque vous voyez le film pour la première fois, ben, vous avez été pris par le film, je pense. On ne peut pas y échapper. Vous n'avez pas ce qu'on appelle le temps mort. Ou alors si quelqu'un me dit, s'il y a eu 3 plans où il y a eu un temps mort, je vous regarde, bon, un tout petit peu, si vous voulez, allez, accordons un peu de temps mort entre les deux, entre lui et elle. Bon, il faut faire une petite chansonnette comme ça sur l'amour, allez, voilà, on s'aime bien, donc on perd un peu de temps. Sinon, on n'est pas un seul instant qui est perdu pour la marche du film. Donc, tout le mouvement et tous les mouvements. Je reverrai forcément chaque fois alors, avec les variantes évidemment qu'apporte chaque film et la façon, mais c'est ça qui moi enfin, me rend totalement ahuri devant le génie de langue. Comment une invention, en plus une invention visuelle en même temps, une création sur les lumières, sur, je répète, les positions, le travail sur la géométrie, c'est-à-dire verticale, la violence du côté géométrique, ça c'est très germanique aussi, violence, verticalité, horizontalité, c'est-à-dire les droites qui se rencontrent, les angles violents, ou au contraire les courbes, etc. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui a utilisé tout le système de représentation géométrique et lui redonner sa place dans le mouvement même que le film produit. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on est pris. Vous allez voir le mois prochain, dans Fury, ça sera pareil, vous serez pris. C'est très différent, mais vous serez pris. Dans les autres films, vous serez pris. Et dans les derniers films, alors là, c'est encore plus étonnant, parce que, bon, on n'est pas là. Je ne sais pas d'autres réactions, d'autres impressions, à moins que quelqu'un ne soit pas d'accord et n'ait pas apprécié le film. Mais moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est puisque je le vois on n'en parlera pas, mais plus je le vois, plus ce film, plus je suis stupéfait de sa modernité. Et par rapport à la plupart des films d'action, mais c'est tellement plus fort que tous les autres films d'action. Quand on voit les pauvres films américains qui courent après l'action, alors que là, on ne court pas après l'action, elle vous vient dessus comme ça, et vous la recevez comme des coups de poing. Donc on n'a pas le temps de se dire qu'est-ce qui va se passer. On ne perd pas son temps, chez Frisang. Le temps est là, serré comme dans le point, et on ne peut pas quitter chaque plan, c'est une condensation, concentration et condensation de tous les plans. Et dans le jeu d'acteur aussi. C'est intéressant d'ailleurs ce film, car là on a encore un jeu d'acteur de 1932, c'est-à-dire on arrive au parlant et les acteurs, et on fait, même les metteurs en scène aussi d'ailleurs, acceptent de faire jouer un peu les acteurs en retrouvant un peu la théâtralité. Et c'est très net sur le commissaire, sur Loman, qui le joue, mais en même temps, c'est quand même admirablement travaillé, même de point de vue cinéma. Oui, j'en prie. Bonsoir. Vous pouvez revenir sur la pensée, vous parlez de l'action, du mouvement. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans ce que vous disiez à propos de la pensée? Pardon, l'action pensée oui. et le mouvement.
L'action pensée, en fait, c'est Babuse qui a la pensée, qui est celle de la domination. Et c'est de la domination de tout le système comme une sorte de machine dont il faut être le chef. C'est ça la pensée. C'est la pensée d'une doctrine qui va complètement absorber, fasciner, parce que là encore, ce côté extrêmement important chez Lang, du côté forcément hypnotique. Et là, le personnage de Mabuse hypnotise. Et la transmission de la pensée, c'est pas une transmission de la pensée, c'est une imposition de la pensée. Et donc, à ce moment-là, d'une doctrine, etc. Vous vous rendez compte que quand même, dire ça au moment où le nazisme est en train de prendre possession de l'Allemagne, c'est quand même très stupéfiant. Et je suis certain, enfin, même Friedland lui-même, il ne s'en est pas tellement rendu compte à quel point, en définitive, il a traduit dans son film ce que les gens ressentaient, enfin, certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes ressentaient dans cette montée du nazisme qui est en train de. Qui va, quelques mois plus tard, s'emparer de tout. Et c'est bien une pensée qui est là. Et c'est ici, il l'a réduit un peu à une pensée. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est une pensée plutôt comment il s'appelle déjà, d'anarchiste. C'est plutôt une pensée d'anarchiste qu'une pensée hitlérienne, mais la pensée hitlérienne, après tout, avait quelque part une pensée anarchiste. Donc, et là encore, le côté anarchiste, il ne faut pas oublier l'impact qu'ont eu les anarchistes en Europe en particulier, à la fin du 19e et surtout entre 1900 et 1914. Et cette pensée anarchiste est restée très présente. Elle est déjà très présente aussi dans le premier Mabuse de 22. Et là, le personnage de Mabuse est en fait un anarchiste total. Donc, c'est cette pensée-là qui est importante. Mais quand même, avec l'adoption pour le film d'utiliser ce désir de possession qu'a été l'éclectisme, c'est-à-dire de possession de tous les esprits. Quand vous pensez que 3 ans plus tard, ils vont toute l'Allemagne va lever le bras. Il faut quand même y arriver à ça. Hein. On n'en est pas encore là. Oui, madame, si vous voulez bien. Oui, pardon. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, à propos du parlant, c'est que le premier plan, il n'y a pas de parole, et si c'est pas le premier plan, Absolument. Et le bruit, mais le bruit. il y a juste le bruit et la machine. Et non, ce qui est fait, voilà c'est ce que c'est qu'un grand cinéaste. Bon, il a le parlant. D'accord, il a déjà fait un film parlant, M, qui a eu un grand succès. Alors, il a scandalisé, mais il a scandalisé parce que sur les mœurs, etc. Bon, cette espèce de pédophile criminel, bon. Mais il a beaucoup de succès. Et il a fait donc M, et maintenant il commence ce film-là. Et il va commencer sur la pensée même du parlant. C'est-à-dire le sonore, et le sonore, c'est donc une autre bande qui est accolée à la bande image et qui se déroule, enfin, se déroule ou déroule en même temps que l'image. Donc, mais le son a en revanche, lui aussi, au fond, 2 pistes, même 3 pistes en fait. Première piste, c'est le bruit. Deuxième piste, la parole. Troisième piste, la musique. Donc ces 3 pistes-là vont être jusqu'à aujourd'hui utilisées constamment. Alors, commencer en décapant les 3 sources sonores l'une après l'autre.
on commence par du cinéma muet, mais avec le bruitage, et c'est le bruitage que l'on voit. Et on le voit par les éléments qui tremblent. Donc le bruit qui fait trembler. Et à ce moment-là, avec un mouvement d'appareil qui est un mouvement de panoramique qui regarde comme ça et qui ensuite arrive sur le mur où il est accroché une corde, comme si c'était une corde pendue, et, etc. Et la caméra à ce moment-là descend, et pour découvrir notre Hofmeister absolument par terre, etc. Bon, mais tout ça est lié au bruit. Et le bruit, c'est en même temps un bruit cardiaque, c'est-à-dire un bruit d'imprimerie, d'imprimante. Donc c'est parfaitement scandé. Et le bruitage fait marche. 1, 2, 1, 2. Bon, 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 bon. Et on va continuer sur ça, c'est-à-dire on ne va pas parler. On va continuer. Donc deux personnages arrivent maintenant, et des personnages vont découvrir et donc ne vont pas se parler. Donc, voilà. Et au contraire, on va faire le silence et on va sortir. Et on va sortir, donc on ne va pas être vu. Donc on va pas être non plus entendu. Et à ce moment-là, on les voit sortir. Bon. Et à ce moment-là, notre Hofmeister, lui aussi, commence à sortir et s'approche de la porte. Et la porte est fermée. Mais de l'autre côté, ils sont tous les deux autres en train d'écouter à la porte et de fermer. C'est-à-dire, en d'autres termes, une fois de plus chez Lang, on marche, mais en même temps, arrêt. Et quand il y a arrêt, il y a fixité. Et s'il y a fixité, il y a tension. Et en effet, une tension de chaque côté. Donc, attention. Bon. Et nous, et maintenant, nous sommes aussi concernés. C'est-à-dire, donc, nous avons vu, lui, Hofmeister, appuyer son oreille à la porte pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Immédiatement, nous sommes passés de l'autre côté. Donc, nous, spectateurs, nous sommes agressés comme voyeurs. Nous voyons de l'autre côté. Les deux autres qui ferment, qui écoutent aussi à la porte et qui ferment. Nous revenons chez Hofmeister, dans l'intérieur. Et à ce moment-là, il arrive, et donc nous sommes maintenant derrière lui, dans la ligne droite. Il va ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Normalement, on s'attend à ce que les autres soient là. Non, ils ne sont plus là. Et il sort, et on se rend compte qu'il y a eu, en effet, une ruse des autres, en tout cas une manœuvre ou une manipulation qui fait que le danger, on croyait l'avoir écarté, au contraire, il n'est que là. Donc maintenant, on est dans la rue. Dans la rue, notre personnage court, plof, les tuiles tombent du ciel, il continue à courir. Bon, la fermeture de la rue par donc les trois et les trucs de gaz, le gazomètre qui est dans le fond, qui ferme, et à ce moment-là, un tonneau qui arrive et qui va éclater et qui est l'action en tant que telle qui devrait résoudre le problème, puisque normalement il aurait dû être tué, mais ouf, il y avait une espèce là où on met les affiches, quoi. Un kiosque, une espèce de kiosque, un truc comme ça, qui permet, etc. C'est-à-dire que vous avez toutes les choses sont d'une précision, et le spectateur ne peut pas dire on va rouler. Non. Il est dans le coup, le spectateur. Et en fin de compte, il veut voir, et en même temps, il veut aussi voir le mieux et le pire. Car il faut quand même que les spectateurs soient un peu coupables, sinon ce n'est pas la peine. Voilà. Comment c'est fait? C'est vraiment fait d'une façon magnifique. Quoi. Magnifique.
Enfin, c'est... Aussi, il a un côté aussi très de jeu, de jouer. Son jeu à lui est un jeu quand même de... Attention, parce qu'on joue aussi on joue aussi le mental, la folie. Donc on lui fait jouer un jeu de fou. Comment? Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement sa fascination à l'angle pour le cerveau, parce qu'on voit d'ailleurs par moments ma buse qui lui apparaît comme une image, enfin, qu'on imagine, avec son cerveau Ouais. visible. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a l'impression de trouver des plans de M, entre autres près de la fenêtre, avec la fascination pour l'écriture, le crayon, les traces laissées par le crayon. Et ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est effectivement son questionnement sur l'innocence et sur la culpabilité. Et je me demandais si c'était pas une question qui se pose, enfin, si je me trompe pas, je crois qu'il a été plus ou moins accusé du. Enfin, bon, il n'a jamais su si c'était lui qui avait tué sa femme. Oui, non, il est accusé de ça en 1918, 19. Est-ce que ça remonterait, bon, Ah ben, il a quand même été affronté au problème de la culpabilité. Moi, il me semble qu'en réalité, il n'a pas été coupable, mais qu'il a été soupçonné, en tous les cas, d'avoir tué sa femme. Donc ce phénomène-là, qui est une expérience personnelle, que dans ce coup la justice vous accuse, cette accusation, bah, évidemment, elle a été dans toute son œuvre. Quoi. j'ai l'impression qu'il s'est toujours posé la question de est-ce que je l'ai tué ou pas. Est-ce que Lui, Lang, se serait toujours posé la question de son innocence, là, que lui-même, il a douté de cette oui, mais oui. Mais vous savez, les très grands auteurs travaillent au fond à partir de leurs problèmes. Hein. Et là, je trouve qu'on le ressent très très bien dans elle. Oui, dans Rêve, c'est très net. Puis là, ce film aussi, c'est vraiment Je vous en prie. Bon, à moins que quelqu'un ait encore une chose à... En tout cas, je suis très, très content qu'on ait fait cette rétrospective langue, parce que à ce niveau-là, il est quand même bon de montrer qu'est-ce que c'est que le cinéma. Et là, avec langue, on voit ce que c'est que le cinéma. Enfin, le grand art. Bon, écoutez, le mois prochain, voilà. Merci beaucoup.